d'évolution des mentalités, il y a eu un moment donné très important, c'est en 1949, paraît Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. C'est un livre déterminant pour des générations de femmes, pas seulement celles-là qui sont en âge de lire en 49, pour celles qui suivront par la suite aussi, dans cette longue marche pour être reconnues. C'est un livre qui a marqué l'histoire de la pensée. Quel rôle Simone de Beauvoir a-t-elle joué dans l'éveil des consciences? Un rôle considérable, absolument considérable, même si c'est peut-être pas à court terme. À court terme, il ne faut pas oublier que le deuxième siècle de Simone de Beauvoir, c'est 1949. Hein, 49. On n'est pas encore dans les années 50, c'est 49. Et Simone de Beauvoir, bon, je n'ai pas besoin de parler de Simone de Beauvoir, tout le monde la connaît, mais elle était outrée. Peut-être pas au départ, parce que Simone de Beauvoir, au fond, elle s'est émancipée pour elle d'abord. Et elle n'a pas tout de suite réalisé les raisons pour lesquelles il y avait si peu de femmes qui étaient émancipées. Et quand elle a commencé à réfléchir sur la question, poussée par Sartre d'ailleurs, il faut bien le dire, qui lui a dit un jour, vous, parce que vous voyez, vous devriez travailler sur les femmes. Elle cherchait un peu. Elle y pensait. Alors elle s'est mise à travailler vraiment, presque comme on fait une thèse. Elle était à la Bibliothèque nationale, elle a regardé des tas de choses, et elle a découvert au fond des tas de choses sur l'anthropologie, l'histoire des femmes. Et Le deuxième sexe est un livre massif, hein, où il y a plusieurs parties sur le passé et sur le présent. Et ce livre a fait scandale. Et pourquoi est-ce qu'il a fait scandale? Il a fait scandale pour une première raison. C'est que Simone de Beauvoir parlait de sexualité. Pour une femme, parler de sexualité féminine, parler de plaisir féminin, oser même parler des lesbiennes. Simone de Beauvoir est d'ailleurs très mesurée sur la question, elle ne prend pas tellement de position, mais elle en parle. Elle en parle comme quelque chose qui existe et qui est normal. Hein. Et les gens se disent, c'est fou, c'est fou. Et il y a eu des protestations tout à fait considérables, toujours un petit peu des mêmes milieux, les milieux catholiques, François Mauriac, c'est un grand homme, François Mauriac, j'ai beaucoup d'admiration pour lui, un très grand écrivain et un très grand journaliste, mais il a détesté. C'était le catholique qui parlait. Nous savons tout, disait-il aux amis de Sartre, sur le sexe de votre patronne. N'est-ce pas? Comme si Simone de Beauvoir, par la sexualité, parlait nécessairement d'elle-même. Hein. Et vraiment, il y a eu un dossier de presse énorme qui a été étudié par les historiennes autour du deuxième sexe de Simone de Beauvoir. C'est d'abord un scandale. D'abord un scandale. Et probablement qu'un certain nombre de femmes ont été un peu dissuadées de le lire, en disant, oui, elle exagère, bon, c'est bon, puis ça va peut-être me contrarier dans mes devoirs quotidiens, si je lis ça, bon. Mais parmi les plus jeunes, et notamment parmi les femmes actives, il y en avait quand même, qui travaillaient, qui étaient en train de s'émanciper, ça a été un livre formidable. Absolument formidable. Et beaucoup de femmes ont trouvé là l'explication de leurs conditions. Et ont eu envie de s'engager pour les femmes. Ça ne s'est pas fait tout de suite, mais ça va mûrir beaucoup. Elisabeth Badinter, toute jeune, à l'époque, elle avait 16 ans ou 17 ans. Mais elle dit que pour elle, ça a été un livre pionnier, et on pourrait en citer évidemment beaucoup d'autres. Donc un grand livre, un livre important, et qui a eu des répercussions à long terme. Et il y a quelque chose qui est de très important dans le deuxième sexe, il n'y a pas seulement la sexualité, c'est ce qui a fait scandale, mais au fond le plus important n'était peut-être pas ça, c'était que Simone de Beauvoir détachait le féminin et le masculin de la nature et du corps. Hein. Elle disait, on ne naît pas femme, on le devient. Elle aurait pu dire, on ne naît pas homme, on le devient. Et elle voulait dire par là que féminité et masculinité, ou virilité,
étaient des identités sociales et culturelles qui étaient un petit peu imposées aux individus, hommes et femmes, elle pensait surtout aux femmes en l'occurrence, par la société, par les religions, par la culture, par l'éducation, évidemment. Et que pour arriver à se dégager de ces identités imposées, mère, ménagère, épouse, devoir des femmes, tout ça, ben, il fallait faire une révolution personnelle qui allait contre les identités imposées. Donc c'est probablement cela qui est le plus important encore dans le livre de Simone de Beauvoir et qui fait qu'aujourd'hui, alors que sur la question de la sexualité, les choses ont énormément évolué, mais sur la liberté sexuelle est tout de même largement répandue, au moins dans les sociétés occidentales, j'entends bien. Mais par contre, la réflexion fondamentale sur qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce que c'est que de devenir une femme, etc., ça, c'est toujours extrêmement important. Et ce qu'on appelle aujourd'hui les gender studies, les études de genre, sont au fond un peu dérivées de Simone de Beauvoir. Donc vous voyez, c'est une grande pionnière. Ouais. Mais elle n'a pas été toute seule. Non. Alors justement, d'autres figures féminines, des artistes, des écrivains, des comédiennes, engagées ou non, très différentes les unes des autres, mais connues pour la liberté qu'elles incarnent, servent de symbole, voire de modèle aux femmes. Alors vous évoquiez tout à l'heure François Mauriac, moi je pensais à François Sagan. Pas du côté des émancipés. Hein. Non, pas du côté des émancipés, mais malgré tout, il a eu beaucoup d'affection. Je pensais à François Sagan dans ces figures qui incarnaient l'audace, la liberté. Et François Sagan, qu'il avait surnommé le charmant monstre. Elle n'a que 18 ans, en 1954, quand paraît son premier roman, Bonjour Tristesse, qui, en abordant la sexualité féminine, une fois de plus, avec un style désinvolte, voire ironique, provoque un véritable scandale. François Sagan, voilà une figure de jeune fille émancipée à tout point de vue, parce qu'elle osait écrire. D'autres femmes l'avaient fait quand même, il ne faut pas exagérer. Mais elle osait écrire ce qu'elle écrivait, ce que vous venez de dire à l'instant. Et puis en plus de ça, c'est une fille d'une liberté incroyable. Une fille qui conduit une torpédo, se casse d'ailleurs la figure, la peau, chacun sait, qui s'enivre de liberté physique, qui aime le sport, qui aime les hommes, qui aime les femmes aussi, qui est donc d'une extraordinaire liberté sexuelle, enfin, et en même temps d'une grande liberté dans les idées. C'est une très belle figure. Elle s'est malheureusement, oui, on peut regretter qu'elle soit morte si jeune. La drogue, l'alcool, oui, ça l'a ravagée, on peut regretter, mais après tout c'était peut-être ses choix aussi, bien sûr. Mais je veux dire à ça que les formes de liberté qu'elle a prises sont peut-être pas toutes celles qu'il faudrait prôner nécessairement, voilà ce que je voulais dire. Mais elle a assumé ses choix et elle a été une très très belle figure. Et Mauriac, là vous citiez Mauriac, ça montre aussi la liberté d'esprit de Mauriac, qui condamnait, il n'aimait pas Simone de Beauvoir, sûrement pas, mais il aimait bien Sagan. Parce qu'il trouvait qu'elle écrivait bien. Mauriac, enfin pardon, je vous une toute petite parenthèse, mais il était souvent en contradiction avec sa classe sociale et son. Vous voyez, sur la guerre d'Algérie, il a pris il prenait souvent le contre-pied finalement de ce que le lectorat du Figaro. Tout à fait, vous avez entièrement raison. C'est aussi Mauriac qui a écrit Je suis né dans le camp des injustes. C'est une très belle phrase et qui montre un sens de désir de l'égalité sociale qui est très important. Enfin, laissons Mauriac. Voilà, laissons Mauriac pour une figure lumineuse qui est toujours dans la figure dont je parlais, lumineuse de Brigitte Bardot. Elle aussi, alors sous un autre angle, nous parlions de Sagan, de Simone de Beauvoir, ce sont des écrivains, des jolis femmes, mais là, Bardot, c'est vraiment, enfin, avec Et Dieu créa la femme, elle aussi, à sa façon, elle fait la révolution. 1956, Et Dieu créa la femme. C'est pas du tout le deuxième sexe, c'est clair, mais
l'extraordinaire liberté de Bardot, pardon, sa beauté, sa manière de déplacer son corps, d'afficher sa sexualité, son désir, l'espèce d'irruption animale, d'une certaine manière. Elle sort du rôle de l'épouse et de la mère. Voilà. Elle sort de ce fameux rôle conventionnel dont nous avons parlé tout à l'heure. Alors, elle aussi, elle fait un petit peu révolution. Et notamment pour les jeunes filles. Pour les jeunes filles qui n'ont pas lu, Simone de Beauvoir. Beaucoup n'ont pas lu Simone de Beauvoir. Mais par contre, beaucoup ont vu Brigitte Bardot. Tout le monde a vu Brigitte Bardot au cinéma. Et la figure de Brigitte Bardot leur a donné un espèce d'élan, de courage, d'envie de s'affirmer, d'envie de déambuler, de laisser les cheveux libres. Voilà. Les positions que décidément, que Bardot a prises plus tard sur toute autre chose, ça n'a rien à voir. Mais dans ces années-là, elle est une femme lumineuse et libre, merveilleuse. Alors, on voit un petit peu ce que ces femmes représentent pour les femmes. Mais qu'en est-il des hommes? Quel regard pose-t-il sur ces femmes qui, sans doute, ne les effraient pas, mais enfin les bousculent un petit peu? Quel est le regard des hommes sur ces femmes? Alors, sur les femmes émancipées, un peu inquiet. Oui, quand même. Ah oui, un peu inquiet. Ceci dit, il y a toujours eu des hommes féministes. Il y a toujours eu des hommes féministes. Une minorité, mais tout de même, on pourrait en citer beaucoup, depuis Condorcet, John Stuart Mill, et quantité d'autres. Et les femmes évoluées avaient des hommes qui les accompagnaient dans leurs revendications, dans leurs désirs, et qui, au fond, se réalisaient bien qu'avec une femme émancipée, eux seraient différents aussi. Oui. C'est ça. C'est qu'il y a aussi chez certains hommes l'ennui de ce modèle conventionnel qui s'est diffusé dans la bonne société massivement depuis la Libération, et chez certains d'entre eux, il y a vraiment le désir d'en sortir. Alors, il y a certains milieux plus favorables que d'autres à cette commune émancipation. Il y a d'une part les milieux artistes, dans les milieux de l'art, du cinéma, du spectacle, du journalisme aussi. Pensez à François Giroud, Jean-Jacques Servan-Schreiber. C'est pas été si simple d'ailleurs. Bien de savoir aussi. Bon, mais voilà, c'était des gens qui ouvraient un certain nombre de pistes. Tout ce milieu assez effervescent. Et puis d'autre part, les milieux intellectuels, comme on dit. Par exemple, dans les milieux de l'enseignement. Dans les milieux de l'enseignement, il y avait de plus en plus de couples d'enseignants, le mari, la femme prof, tout ça. Bon, et souvent, ils étaient assez à gauche. Hein. Et ils lisaient Sartre, ils lisaient Simone de Beauvoir, ils adhéraient à tout ça. La guerre d'Algérie aussi a fait beaucoup de choses. La guerre d'Algérie qui commence dans les années 55, donc c'est en plein. Quand Saint-Laurent, d'ailleurs, ouvre le magasin, la guerre d'Algérie est finie, pas l'oublier, elle est finie en 62. Donc, milieu des années 50, début des années 60, il y a la guerre d'Algérie, il ne faut pas l'oublier. Et ça a favorisé une certaine émancipation des hommes aussi, d'un certain nombre d'hommes aussi.